Je suis passé de... J'ai un statut dans la société, une place dans la société en tant que femme. Avant, on me voyait comme ça, je me croyais comme ça. À aujourd'hui, un autre statut d'homme, de mec trans, de personne sur le spectre. Ma vie a changé, mon statut a changé, ma manière dont les gens me voient, la manière dont je me vois, la manière dont je me comporte, la manière dont je m'habille. Alan est photographe, réalisateur, artiste et une des voix qui s'élèvent sur Internet et les réseaux sociaux pour parler des difficultés d'être atypique dans le monde du travail, notamment quand on est une personne trans. Prendre conscience de ce que tu dis, genre là, je suis trans, le moment où tu comprends ça, oui. Le nombre de boîtes que ça doit ouvrir dans toute ta vie et ton entreprise qui tournait déjà, genre t'as pas créé ta boîte depuis ça, elle était vivante et existante. Ouais. Genre je me dis, wow. Ah mais c'est une montagne, t'as pas idée. Non, j'ai pas idée. C'est 50 montagnes et 50 tonnes qui... J'ai pris tous les sujets de ma vie, pro comme perso, dossier après dossier. En fait, j'ai tout changé. Et en vrai, je sais pas comment j'ai fait. Avant de commencer cet épisode avec Alan, quelques mots de contexte qui sont importants et un trigger warning. Avec Alan, nous parlons de la transidentité. C'est un sujet qui est très peu compris et connu de beaucoup de personnes, y compris moi, au moment où j'ai rencontré Alan. Et je vous invite donc, si vous n'avez jamais entendu parler de ce sujet, à l'approcher avec un regard et une écoute très ouverte et allez vous documenter sur l'expérience des personnes qui sont dans le cas d'Alan. J'ai rencontré Alan il y a quelques années maintenant. Nous avons été en relation amoureuse pendant une assez longue période. Et c'est avec lui que j'ai découvert la transidentité. Je vous laisse écouter notre conversation. Alan. Thomas. En 2022, tu as participé à un séminaire organisé par mon associé Dany, dans le cadre d'un de nos programmes qui s'appelle Deviens-toi, ce séminaire. Et à un moment dans ce séminaire, il y a un exercice qui s'appelle les dyades. Est-ce que tu te souviens de cet exercice ? C'est qui es-tu en répétition ? Exactement. Ouais. Et du coup, je me suis dit que ce serait intéressant qu'on commence notre conversation par cette question. Ah, les salauds. Et dans l'exercice, on verra si on le fait 3 fois de suite ici. Mais en tout cas, au séminaire, on le fait 3 fois de suite. Mais du coup, je te pose la question. Alan, dis-moi qui tu es. Je suis une personne en cheminement vers de l'équilibre et de l'épanouissement. Perso, professionnel, et de l'harmonie un peu à tous les étages de ma vie. Je te relance la question du coup ? Alors, je suis pas sûr que... je pense que pour le bien-être des auditeurs qui me connaissent peut-être un peu, si c'est... Ou peut-être pas, mais en tout cas, il y a de quoi me connaître. Mais... Bah, du coup, je vais te la reposer, parce que j'ai l'impression qu'on peut aller voir d'autres choses. Tu peux y aller. Alan, dis-moi qui tu es. Je suis une personne qui s'affirme de plus en plus à mesure de ma vie perso et professionnelle notamment. Et qui ose se montrer, ose être là aussi aujourd'hui, ose prendre la parole de plus en plus. Et j'apprends qui je suis au fur et à mesure. Et avec toutes ces réponses en tête, si tu devais répondre une dernière fois, qui es-tu vraiment, Alan ? Je suis un trentenaire. Je suis un mec trans, blanc, valide, en chemin comme tout le monde. Tu as utilisé beaucoup de fois dans tes 3 réponses des terminologies évolutives. Je suis en chemin, je suis en train d'aller vers, etc. Et je pense que tu l'as compris, un des sujets dont j'ai très envie de parler avec toi, c'est l'identité et l'influence de ce qui se cache derrière pour chacune et chacun d'entre nous, ce mot identité, sur tous les pans de notre vie. Je suis curieux de... C'est quoi... J'imagine il y a plein d'éléments dans ton expérience de ces dernières années qui ont changé dans ce que tu mets derrière ton étiquette sur identité. Qu'est-ce qui a changé ? Comment ça a influencé ta vie ? Disons dans les 4-5 dernières années. Dans les 4-5 dernières années, un peu tout a changé et rien à la fois. C'est très étrange parce que je suis passé de... J'ai un statut dans la société, une place dans la société à... Donc en tant que femme, avant, on me voyait comme ça, je me croyais comme ça. À aujourd'hui, un autre statut
d'hommes, de mecs trans, de personnes sur le spectre de l'identité. Et du coup, ma vie a changé, mon statut a changé, ma manière dont les gens me voient, la manière dont je me vois, la manière dont je me comporte, la manière dont je m'habille. Et c'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est un énorme changement, c'est un énorme grand écart. Et en même temps, c'est un retour aux sources. Parce que j'ai l'impression de revenir à moi quand j'avais 15-16 ans, où je m'habillais déjà un peu comme ça, où je voulais déjà m'habiller comme ça. Et je m'étais déjà rêvé comme ça. Et comme c'était pas accessible, c'était pas possible... je m'étais conformé dans... en fait, non, t'as ce statut, t'as cette place, donc il faut que tu restes à cette place. Donc c'est à la fois très évolutif et changeant, et en même temps, il y a un air de presque déjà vu, presque, en fait, c'est normal. En fait, c'est déjà moi, c'était moi en puissance, sans que j'en ai conscience, sans que je le vois. Et je m'imaginais, mais d'assez loin. Pour moi, c'était vraiment... La vie que j'ai aujourd'hui était inaccessible avant. Et du coup, ouais, c'est un espèce de chemin qui est pas non plus un chemin vers soi. Je pense que je pourrais dire ça facilement, c'est un chemin qui est vers soi. Et en même temps, c'est aussi une expansion vers les autres, m'accepter, m'affirmer, me montrer... mais c'est aussi me montrer face à moi-même. On parle beaucoup des personnes trans. Quand on imagine tout l'imaginaire et les images autour des transitions, on imagine souvent quelqu'un de malheureux devant un miroir. Et c'est le cas pour plein de gens, mais c'est pas forcément le cas pour toutes les transitions. Et pour moi, ça l'a été. Je me suis beaucoup regardée, je me suis beaucoup photographiée, je me suis beaucoup cherchée en fait dans ce miroir. Et maintenant, je me cherche plus. Et c'est très étrange parce qu'il y a un truc de... je crois qu'il y a très peu de personnes qui peuvent comprendre ça sans l'avoir vécu. Mais en fait, quand je me regarde dans le miroir, je me reconnais maintenant. Et il y a quelque chose de familier, quoi. Donc c'est différent. Et en même temps, c'est moi. Ouais. Donc c'est super bizarre. C'est hyper intéressant parce que... Un des angles que je pensais prendre pour démarrer notre conversation, c'était de partir de la définition de identité dans le dictionnaire. Et j'ai choisi de ne pas le prendre parce que c'est une définition que j'ai trouvée très enfermante, qui parle de notre identité, c'est le truc qui ne change pas. Tu vois, c'est le truc qui nous définit et nous rattache à quelque chose de solide. Et en même temps, j'ai l'impression que tout ce qui se passe dans nos prises de conscience autour de ce que tu as nommé tout à l'heure, le spectre de l'identité, c'est que c'est pas forcément des choses qui sont figées, ou alors que la société à l'extérieur de nous essaye de figer, alors que ça ne l'est pas forcément. Ouais. Et en même temps, ce que tu dis là, c'est que tu dis retour vers soi. Est-ce qu'il y a une destination de on trouve son identité, tu vois? Après, moi, je suis pas spécialiste de la question du genre. Je vais parler en mon nom, en ce que j'entends, ce que j'ai compris de moi-même et des personnes aussi qui m'entourent, mais qui j'étais avant, comment je m'identifiais avant n'était pas moins valable, entre guillemets. C'était pas ma finalité, en tout cas dans ma vie. Et ça m'enfermait, ça me faisait pas du bien. Là où j'en suis aujourd'hui, ça me fait du bien, mais peut-être que demain ça va changer, que ça va évoluer. En fait, oui, c'est pour ça que j'aime bien cette notion de chemin, cette notion d'évolution perpétuelle. Dans nos activités pro aussi, il y a toujours un truc de au fur et à mesure de notre avancée, on se découvre de plus en plus. Il y a des choses qu'on se découvre qui nous sont familières, qu'on aime bien. C'est l'impression que pour l'identité, c'est un peu pareil en fait. C'est pas de dire tant que t'as pas essayé, tu sais pas. C'est plus les expériences de vie t'amènent à un endroit et en fait tu te sens bien là et demain peut-être que tu vas changer, peut-être que tu vas aller ailleurs. Pour l'instant, j'en suis là et ça me rend très heureux et aussi ému qu'on parle de ça. Merci. Mais c'est marrant dans le séminaire, il y avait aussi un autre exercice en lien avec ça. C'était quoi? Celui avec les étiquettes et les post-it. Ouais, en fait, c'est ça. Je pense que j'ai compris aussi au fur et à mesure... Merci. Je pense que j'ai compris au fur et à mesure de l'identité que j'avais, du statut social que j'avais, grâce à tout ce travail sur les étiquettes et aussi grâce au fait de communiquer, de se montrer. On est quasiment obligé, en tout cas d'une certaine manière, pas forcément publiquement, mais on est quasiment obligé dans nos entreprises de se montrer quand on est freelance et indépendant. Et moi, c'est vraiment en me montrant vers l'extérieur,
en commençant à faire des images de moi que j'allais montrer vers l'extérieur et pas avec un statut d'artiste ou d'auteur, mais vraiment avec un statut de freelance, de je monte mon activité, que je me suis regardé en me disant mais c'est qui cette personne en fait ? À quoi je m'identifiais ? Et je me suis retrouvé à reproduire des codes de ce que je voyais sur Instagram, de ce que je voyais chez les jeunes femmes entrepreneurs. Et en fait, pendant tout le long de ma construction de freelance, j'ai testé plein de trucs et toutes les images qui m'étaient renvoyées de moi-même me plaisaient pas. Et je me disais, il y a un truc qui cloche, c'est pas moi cette personne qui se monte faire du yoga, qui met des tailleurs en événement. Tout ça, c'est pas moi en fait. Je dis en événement parce que j'ai fait beaucoup de photos d'événementiel. Et du coup, c'est beaucoup par cet élan vers les autres et vers voilà qui je suis que je me suis rendu compte que en fait, c'est pas complètement moi, quoi. C'est ça qui est déclenché, parce que je sais que tout au long de ta vie, il y a, comme tu disais, cette question, cette recherche. Tu parlais de pas se reconnaître dans le miroir, etc., etc. Est-ce que tu as l'impression que c'est cette interaction avec le monde extérieur qui te renvoie ton image de toi comme un miroir, presque, et le fait de voir quand on est à son compte s'afficher sur Internet, qui t'a permis de prendre conscience ? Oui, et aussi le travail sur les étiquettes. Quand on conscientise quelle étiquette je porte, comment les autres me voient, quelle étiquette je porte pour les autres, et donc faire un travail sur son image, faire un travail sur prendre du recul sur qui on est, quelle posture on incarne, et comment les autres nous perçoivent, on se rend compte que inconsciemment on est dans des cases. Et moi, oui, ça a commencé avec le travail de la communication parce que c'est ce que je sais faire. C'est ce que je fais en tant qu'artiste photographe, en tant qu'auteur, en tant que photographe communicant pour les autres. Donc ce que j'ai fait pour moi, mais aussi avec le travail du coaching, de l'introspection et les deux en parallèle. Mais c'est vrai que et c'est ce que tous mes clients font d'ailleurs quand ils viennent me voir, ils disent j'ai commencé à me montrer, il y a un truc qui cloche ou en fait ça me va pas, j'aimerais savoir qui je suis, comment je le montre dans mes images, comment je montre vraiment qui je suis, en tout cas là à l'instant T aujourd'hui. Et c'est des questions un peu existentielles, quoi. C'est pas juste on fait de la com, juste on se montre, juste on crée du contenu, c'est en fait qui je suis, quoi. Et c'est des questions qui viennent nous chercher un peu profondément, quoi. C'est ça que je trouve fascinant dans ton vécu, ton expérience que tu partages sur Internet, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont touchés aussi par à quel point tu partages, à quel point c'est existentiel pour toi cette recherche de mon identité, est-ce que je montre au monde pour communiquer sur moi en tant que personne. Comment on fait le lien ? Parce que, comme tu dis, c'est des questions profondes et existentielles. Ce que je crois et ce qu'on raconte notamment du coup dans ce séminaire-là, c'est que notre identité, c'est quelque part nos repères pour fonctionner dans le monde. Comment est-ce que on fait pour se poser ces questions sans que ce soit beaucoup trop quand tu lances ton activité, tu vois, c'est à la fois immense et à la fois ça a besoin d'être très concret. J'ai l'impression que c'est un peu la profondeur de la discussion là qu'on est en train de plonger très profondément et il y a un truc de très grave, de vulnérable, de moi je commence à avoir les mains moites, moi aussi. Putain, c'est dur ce genre de questions et il y a pas vraiment de réponse immuable et on aimerait bien avoir des réponses et des gens qui nous guident, mais en fait c'est un peu le chemin de la vie. Et je crois qu'il y a un truc de mettre à la fois du mouvement, de l'humour, de prendre du recul sur son image. Ça permet aussi de prendre les choses moins au sérieux. En fait, ok, on est tous des êtres humains en chemin, justement, et on sait pas où est-ce qu'on va. Des fois, on sait pas qui on est. Des fois, ça bouge, c'est perturbant avec les expériences de vie. Quand t'as des maladies, tu perds des gens, ton corps change, t'as des enfants. Enfin, tout ça, en fait, tes identités, tes étiquettes, elles évoluent. Et ça peut être assez difficile, assez frontal. Et moi, là où j'ai commencé pour moi, mais aussi avec les autres, à ajouter un peu de légèreté à ce truc-là, quoi. Ok, c'est dur, ça nous vient chercher profondément. Mais en fait, ça serait bien c'est pas une question de pas se prendre au sérieux, parce que c'est des sujets sérieux. Mais en tout cas, dans la manière de le faire, dans la manière de l'accompagner, peut-être d'ajouter de l'humour, de la douceur, ok, des fois on sait pas. Et en fait, ne pas savoir, ça peut être aussi. C'est marrant, ça me fait penser à Lou Trottignon, qui est un artiste humoriste trans, qui dit, je pensais pas que j'allais citer Lou Trottignon aussi vite, qui dit de pas savoir, ça peut être une identité aussi. Et en fait, big up Lou. En fait, on a le droit. En fait, on a le droit d'être en chemin. On a le droit d'être pas fini, entre guillemets, parce qu'il y a rien qui est terminé dans la vie. Et on a le droit d'avoir des bouleversements d'identité dans l'entreprise. T'as un enfant, du coup, peut-être que tu vas repréciser ta cible parce que t'as envie de t'orienter vers la parentalité. Ça change l'étiquette que t'as de toi-même. Donc, ça va changer la manière dont tu communiques avec les autres, la manière dont tu te montres.
tes priorités dans la vie aussi. Quand tu portes une atypie ou un handicap ou que tu vis des choses spécifiques par rapport à d'autres gens, peut-être que tu as aussi envie d'en parler plus. Ça fait aussi partie de nos luttes, de nos combats et on a le droit d'être léger aussi avec ça. On a le droit aussi d'être en questionnement, d'être en mouvance. Et je pense que c'est intéressant de rajouter un peu de douceur et de tranquillité dans... On a le droit d'être en perpétuel questionnement. Ouais. Et ça ne nous empêche pas de communiquer. En fait, de ne pas savoir forcément qui on est, d'être dans le doute ou d'avoir... de pas correspondre à quelque chose de fixe, ça nous empêche pas de dire voilà qui je suis au monde. En tout cas, voilà ce que j'ai envie de partager. Ça veut pas dire que ça va t'empêcher d'avancer. En fait, moi, ça m'a beaucoup empêché d'avancer. Parce que j'attendais, comme beaucoup de perfectionnistes, comme beaucoup de gens atypiques, on attend de savoir bien quelque chose de précis à dire aux gens. Voilà qui je suis. Voilà. Ah, maintenant que je l'ai compris, je peux montrer ça. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce carré, c'est cette couleur et tout. Et en fait, non. C'est aussi, ça relie aussi avec des sujets notamment des startups ou des projets dans l'innovation. On attend parfois que tout soit posé, que les brevets soient posés, que tout soit installé avant de communiquer. Alors qu'en fait, on peut partager plein d'autres choses en amont. Je suis en construction. Et c'est aussi tout ce que la création de contenu nous apprend, qu'on peut co-construire ou construire avec les gens, qu'on peut ne pas attendre que tout soit fini avant de pouvoir communiquer, créer des communautés, trouver des partenaires. Et en fait, la communication, elle se situe un peu à tous ces endroits-là. Et je trouve ça dommage qu'on attende par injonction je dois correspondre à quelque chose, je dois avoir une étiquette, je dois être parfait, je dois être tout bien cadré, les brevets doivent être déposés, qu'on s'empêche de communiquer alors qu'on est tous en construction et que tout sur ce chemin-là, en fait, on a plein d'opportunités de partager, de créer des opportunités, de rencontrer des gens. Et on l'oublie en fait, parce qu'il y a une injonction énorme à correspondre à quelque chose et correspondre à une norme. Et et correspondre à une norme. Parce que ce que j'entends dans ce que tu partages, c'est que ce truc de trouver des choses à mettre derrière les deux mots de je suis, ça peut à la fois être incroyablement libérateur quand on les trouve entre guillemets, et en même temps très enfermant. Il y a des personnes pour qui se dire ah voilà je suis ça va être un soulagement incroyable parce que du coup j'ai des repères pour fonctionner dans le monde, et à l'inverse la même étiquette pour certaines personnes. C'est ce que je vis J'ai enfin compris qui j'étais entre guillemets, je suis là trop bien au bout de 30 ans, ça y est je suis trans, super libération. Le problème c'est que j'ai cette étiquette maintenant, donc qu'est-ce que je fais, est-ce que je veux représenter, est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas, comment j'en parle, qui je suis pour en parler, enfin ça aussi ça vient te chercher dans d'autres choses, de légitimité, de se positionner ou pas sur ce genre de sujet, de se positionner expert. Ça pose plein d'autres questions. Et je suis curieux du coup si t'es ok de nous raconter aussi à partir du moment où déjà il y a le moment de la prise de conscience, de la compréhension, il y a le moment de l'assumer au monde, il y a le moment de commencer à incarner cette assumation, je suis pas sûr que c'est un mot. Non, c'est pas un mot. Bon, disons que c'est un mot, cette assumance dans des actes concrets. Genre, c'est quoi ton cheminement là-dessus, parce que ça a eu des impacts sur toi individuellement, mais aussi toute ta vie, ton entreprise, enfin tu vois, c'est-à-dire parce que immense, la question est tellement large. C'est quoi l'impact c'est déjà prendre conscience de ce que tu dis. Genre là, je suis trans. Le moment où tu comprends ça. Le nombre de boîtes que ça doit ouvrir dans toute ta vie et ton entreprise qui tournait déjà. Genre, t'as pas créé ta boîte depuis ça, elle était vivante et existante. Genre, je me dis, wow. Mais c'est une montagne, t'as pas idée. Non, j'ai pas idée. C'est 50 montagnes et 50 tonnes c'est à la fois très libérateur de putain, à titre personnel, cool, j'ai enfin touché du doigt quelque chose que j'ai voulu toucher du doigt depuis longtemps. Donc ça m'ouvre de l'espoir de ok, je vais enfin pouvoir respirer, me sentir mieux, me sentir à l'aise. Et en même temps, il y a toute la peur, donc là je parle à titre perso, toute la peur d'aller dans la case très minorisée, très stigmatisée, discriminée, violentée dans la société. Donc ça fait super peur en fait. Je me dis putain, comment je vais sortir demain dans la rue ? Est-ce que je vais avoir le même accès aux soins ? Est-ce que je vais perdre des amis ? Est-ce que je vais perdre ma famille ? Enfin, ça fait tout un questionnement qui est énorme. Et à titre professionnel, je me dis cool, enfin je sais
je commence à comprendre des choses d'avant. Et je vais pouvoir avancer avec plus de clarté. Mais je me dis aussi, ouais, c'est super, je vais pouvoir me repositionner, j'ai compris des choses, super, génial. Mais en fait, le travail, moi, ça faisait 10 ans en fait que j'avais ma boîte, qui était à mon nom d'avant. Du coup, ok, super, j'ai changé d'identité, donc qu'est-ce que je fais de ma boîte ? Est-ce que je change de nom ? Est-ce que, oui, en fait, j'ai besoin à titre personnel de changer de nom. En fait, je suis plus bien dans cette vie, donc je vais déménager de ville. En fait, le statut me va pas, donc je vais changer de statut. En fait, mes collègues me correspondent pas complètement. En fait, le coworking dans lequel je suis, ça va pas, faut que je parte. En fait, j'ai tout changé. J'ai pris tous les sujets de ma vie, pro comme perso, dossier après dossier. Donc ça fait beaucoup de dossiers. Oui. Et j'ai pris un par un, j'ai dit, ok, qu'est-ce que je fais avec ça ? Qu'est-ce que je fais avec ça ? Et en fait, je me suis aperçu que, pour moi, j'avais besoin de repositionner toute ma boîte, de créer une identité, de recréer une identité. Et donc là aussi, la communication, on parle vraiment d'identité. Et ça a été un gros questionnement de... du coup, maintenant que je sais un peu qui je suis, je sais diriger un graphiste pour dire, voilà, c'est ça mon identité, voilà ce que je veux transmettre comme message. Un gros travail de positionnement que j'ai fait à travers en partie avec le programme Surf, mais aussi d'autres accompagnements, prendre conscience que je peux pas travailler avec tout le monde, que je peux plus travailler avec certaines personnes, je peux plus travailler n'importe où, dans n'importe quel contexte. Prendre conscience aussi que ça a un impact sur ma vulnérabilité, donc sur ma capacité à travailler, tout ce que j'ai vécu dans le personnel. Et donc il y a toute une période où j'étais plus en capacité de travailler comme je pouvais, donc plus de ressources, devenir précaire. Faire une transition, c'est aussi en vrai c'est un taf à temps plein. Ça m'a demandé, heureusement que je suis organisé, heureusement que je suis entrepreneur. Et putain, les gens qui sont pas organisés, pas entrepreneurs, qui ont des phobies administratives, comment ils font pour gérer ? Parce que même moi, en étant un peu armé, organisé et préparé, je m'étais préparé quand même. Vraiment, j'ai posé des journées toutes les semaines depuis 2-3 ans pour pouvoir assumer toutes ces démarches administratives et puis toutes ces démarches professionnelles. Donc, refaire une identité, refaire un site, aussi tout mon canal d'acquisition a changé parce que du coup je suis plus dans le même mouvement. Avant j'avais tout un canal autour de mon référencement et de mon réseau qui me connaissait avec mon nom d'avant. Donc en fait j'ai perdu tout ça et j'ai déménagé, donc j'ai aussi j'ai pris beaucoup de risques aussi. Je suis aussi quelqu'un qui, quand il a pris sa décision, quand je prends ma décision, c'est tellement mûri depuis longtemps, il y a un mouvement de très fort, tout va d'un coup. Donc j'ai déménagé, j'ai tout recommencé. Donc j'ai recommencé jusqu'à... j'ai repris une adresse mail et tous mes outils autour de mon adresse mail ont changé. Ça veut dire des bugs dans tous les sens pour se faire payer, des bugs administratifs, des bugs... j'ai changé de statut, j'ai changé d'assistante, j'ai changé de tout, quoi. Mais je pense, tu vois, et ça m'a coûté très cher. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que ça coûte très cher en termes de temps, en termes d'énergie, et puis en termes de ressources financières, quoi, de changer des statuts, de refaire une identité graphique, de refaire des sites. Et ça demande un temps qui est considérable. Moi, ça m'a pris, je pense, quasiment 3 ans, et j'ai pas encore terminé, de prendre ce virage. En fait, c'est comme si je recommençais toute ma vie à zéro, et donc toute mon entreprise à zéro. Ouais. Mais tu vois, je pense, le but de notre conversation, c'est pas que les gens se rendent compte de toutes les étapes par lesquelles tu es passé ou d'autres personnes qui ont vécu une histoire similaire à la tienne passent. Mais je pense qu'il faut quand même qu'on accentue sur l'immensité du challenge que ça représente parce que, tu vois, tu as noté changement de site, tous ces trucs-là. Ouais, c'est qu'une partie. Et en même temps, si tu ne faisais pas toutes ces choses, comme là on parle d'identité, tu vois, c'est comme si tu gardais des choses qui te rappellent à quelque chose auquel tu ne t'identifies plus du tout. Et ça, c'est dur émotionnellement, tu vois. Je crois que j'ai trouvé une image qui est pas si mal. C'est comme si tu avais un caillou dans la chaussure depuis tout petit et que au bout de 10 ans, tu te rends compte que tu as un caillou dans la chaussure. Avant de t'arrêter sur ton chemin comme tu es lancé et que tu sais où tu vas en plus, tu t'aimes ce que tu fais, avant de t'arrêter et que tu as été habitué à marcher avec ce caillou dans la chaussure, tu prends du temps à t'arrêter. Ouais. Tu t'arrêtes, tu prends le temps, tu trouves le temps de trouver le caillou et de l'enlever. En fait, c'est comme si une fois que tu as compris que tu avais un caillou dans la chaussure, tu peux plus avancer. Tu es obligé à un moment donné de t'arrêter. Ça prend du temps à t'arrêter, mais c'est comme si je m'étais habitué à vivre avec un inconfort énorme. Et donc, au moment où j'enlève ce caillou et je me dis, ok, super, je suis trans, il faut que je m'arrête, que je fasse le point sur ce qu'il y a dans mes godasses et que je repars plus léger,
Bah oui, je peux pas repartir comme avant. Ouais. Je suis obligé de reprendre un autre chemin, je repars plus léger, ou je suis obligé de faire un tri. Et donc, et oui, c'est vrai que émotionnellement, en tout cas pour moi, je pouvais plus être visible avec mon nom d'avant. Je pouvais plus. En fait, ça demande. C'est comme si tous les jours on t'appelait madame et que, en fait, à chaque coup de fil, à chaque échange mail avec tes clients historiques, à chaque mouvement vers le monde, et c'est toute ta vie d'entrepreneur, en fait, toutes tes journées, c'était passer des coups de fil. Donc j'ai commencé à avoir une phobie de passer des coups de fil. Il y a plein de choses que j'ai déléguées parce que j'en pouvais plus au bout d'un moment d'être confronté à ma vie d'avant alors que j'essayais d'avancer, tu vois. C'est comme si on me remettait des cailloux dans les chaussures tout le temps. Donc ouais, moralement, c'est extrêmement douloureux. Et en vrai, je sais pas comment j'ai fait. Enfin, en vrai, je sais pas comment je fais. Moi non plus. Pour les gens qui nous écoutent, en fait, moi, je t'ai rencontré. On s'est rencontrés dans un événement pas très longtemps après ton coming out, finalement. 2 mois après mon coming out. 2 mois après ton... Et je suis ultra ému de notre conversation maintenant. Ça fait longtemps qu'on se dit qu'on va faire un épisode sur ça. Et j'ai l'impression... Et on va pleurer. J'ai l'impression que cette conversation, elle arrive, tu vois... T'es pas à la fin, parce que comme tu dis, il y a plein de choses qui sont encore en cours. Mais j'ai l'impression que le chemin que t'as parcouru depuis qu'on se connaît, ça fait presque 3 ans, il me semble. On a été en relation ensemble pendant cette période-là, donc j'ai eu le privilège de te voir de l'intérieur, entre guillemets, genre vraiment naître, les chantiers, quoi. C'est presque, ouais, on peut dire naître. Et moi, je sais pas comment t'as fait. Enfin... T'as même été la première personne à me rencontrer, parce que je venais de faire mon coming out, et du coup, c'était tout nouveau pour moi. Oui, en vrai, je sais pas comment j'ai fait. Je pense que déjà, si j'ai attendu aussi longtemps avant de faire mon coming out et d'entreprendre ce chemin-là, c'est que j'étais pas capable avant d'assumer autant de travail, de charges. J'ai aussi eu d'autres problèmes perso hyper lourds en même temps. Donc en fait, j'ai pas eu que la transition. Oui. Mais en fait, je l'aurais pas fait avant parce que c'est trop dur en fait de se rendre compte que travailler pendant 10 ans pour arriver quelque part, et en fait quand t'es en train d'arriver quelque part, parce que je commençais à avoir j'avais un grand studio à Lyon, j'avais des super collègues, j'avais un super référencement, 10 000 visites par mois, un truc comme ça, enfin, c'était immense. J'avais bossé comme un taré en fait, donc quand tu bosses comme un taré pendant 10 ans pour construire un truc qui commence à être genre vraiment bien, en fait j'avais du confort entre guillemets financier, entrepreneurial, tu vois. J'avais un super bureau, j'avais une maison à côté de mon bureau, j'y allais à pied en 10 minutes, enfin c'était trop bien. Et en fait, là où je pensais arriver en me disant super, ça va être l'éclate, en fait j'étais super malheureux. Et c'est pas qu'une question de confort ou de... Ouais, j'étais pas au bon endroit, je faisais pas les choses avec les bonnes personnes, pour les bonnes personnes, et j'accompagnais pas les gens là où je voulais les accompagner. Et donc ça perdait à la fois de sens et ouais, en fait c'est dur de casser, parce que j'ai vraiment eu l'impression de casser tout ce que j'avais construit. Alors effectivement, c'est pas cassé parce que oui, il y a un acquis de compétences. Maintenant, faire un projet, voilà. ça a été plus vite entre guillemets. J'ai monté ma boîte, ma marque et tout ça. Je savais à peu près mieux comment j'allais gérer les choses. Donc je sors aussi de l'expérience d'avant, et j'ai pas fait les mêmes erreurs et j'ai gagné du temps et compagnie. Mais ouais, ça a été un gros process interne de en fait tu vas tout casser et en fait juste de reprendre une adresse mail et de repartir à zéro. J'ai l'impression d'avoir 19 ans et de repartir à zéro, et ça fait mal parce que ouais, le référencement, ouais, ça me rapportait beaucoup de clients. Mais comme tu dis, je crois, tu l'as mentionné un peu plus tôt, tout ça. Attends, juste, je peux dire un truc. Vas-y. Comment j'ai fait ? J'ai été soutenu. C'est ça la réponse. C'est juste, j'aurais jamais commencé ma transition si j'avais pas eu des amis, des gens autour de moi pour me soutenir. Parce que moralement, c'était super dur. Mais c'est la seule chose en fait, en vrai. Parce que j'ai une amie qui m'a hébergé, parce que j'ai du soutien, parce que t'étais là aussi, tu vois. Il y a des gens qui m'ont dit, on est là, on t'aime, tu vas pas tout perdre en fait. J'avais tout qui se cassait, mais j'avais des choses solides sur lesquelles me reposer, et c'est les gens. Alors j'ai peut-être pas eu ma famille qui était beaucoup présente, voire pas du tout, mais j'ai eu d'autres personnes, et c'est grâce à ce soutien de ces personnes-là, qui n'ont pas été très grandes, et maintenant aussi la communauté que j'apprivoise et compagnie qui est hyper soutenante. C'est grâce à ça que tu peux entreprendre ce virage et cette révolution. Sinon
si t'as pas de soutien, c'est trop de doutes. Et puis c'est aussi tellement de choses que les gens comprennent pas. C'est clair. Et que t'es tout le temps confronté à non, tu n'existes pas, ton problème n'existe pas. Chaque sortie à la banque, à la poste, à la pharmacie, chaque élan pour j'avance sur un sujet, c'est que des emmerdes. Du coup, si t'as pas de la joie à côté, des gens qui sont juste là, pas forcément avec beaucoup de soutien de fou, mais juste en étant des gens qui me disent, même des gens de mon réseau, je recevais régulièrement des messages de merci de partager ce que tu fais, merci de courage, ça va aller. Et aussi, j'ai un peu demandé du soutien à la communauté parfois. Je trouve que justement, ça fait la diff. C'est une compétence incroyable que tu as, qui est super difficile à avoir, de solliciter quand on a besoin. Enfin voilà. Pas le choix. Bah ouais, mais en fait, il y a des gens, même sans ça, ils le feraient pas, tu vois. À un moment donné, pas le choix. Bah si, parce que, enfin, je sais pas, mais. En tout cas, j'ai l'impression que c'est quelque chose de dur pour beaucoup de gens de demander du soutien, demander de l'aide. Et je trouve c'est super dur pour moi aussi. Hein. Ouais. Je pense que j'ai. Je veux pas parler au nom de personnes qui galèrent, mais quand t'es vraiment dans la merde et que t'es au pied du mur et que tu vas appeler une asso, appeler un numéro d'urgence, appeler des copains, appeler ta mère, peu importe, t'appelles des gens que tu sais qui seront toujours là. Ouais. Et que ce soit des liens de sang ou d'autres personnes. Je pense que, en tout cas j'espère qu'on est dans un monde où les gens, quand ils sont au pied du mur, ils savent qu'il y a des assos, ils savent qu'il y a des numéros d'urgence, ils savent qu'on peut appeler. Et en fait, moi j'étais au pied du mur. Il y a plein de moments où j'étais au pied du mur et j'ai dit j'ai pas le choix, qu'est-ce que je fais quoi. Donc je tire la sonnette d'alarme. Et dans tout ce parcours-là, je suis allé aussi en hôpital psy. À un moment donné, c'était trop d'un coup. Et j'ai passé des moments dépressifs très intenses. C'était peut-être pas la bonne chose à faire. Clairement, le sujet de la psychiatrie, c'est compliqué. Là, je suis allé aux urgences psy et compagnie. Je sais pas si c'est quelque chose que je conseillerais. Mais en tout cas, le fait de demander de l'aide, ça a été une nécessité. Parce que sinon, j'allais pas m'en sortir. Et j'ai une amie qui m'a rappelé un truc. Alors désolé, on est très deep, là, on est très dépression et compagnie. Je mettrai des trigger warnings au tout début, de toute façon. Voilà, j'allais te dire. Et peut-être qu'on va aller vers quelque chose de plus joyeux. Mais en vrai, j'ai une amie qui m'a rappelé récemment. Elle m'a dit... Enfin, une amie et une collègue maintenant. J'ai beaucoup de chance d'avoir des collègues comme ça, putain. Elle m'a rappelé... elle m'a dit, tu sais, oublie pas que t'es passé plusieurs fois à côté de la mort et que dans ta situation, il y a plein de gens comme toi qui ne s'en sortent pas. Et je me suis dit, ah putain, ouais, voilà en fait, ce à quoi je m'accroche, quoi. Et moi je trouve ça assez ouf que c'est via le travail, via ma boîte, via mes collègues, via tous les gens que je rencontre dans mon parcours professionnel, qui fait que je tiens, que j'ai envie, que je me lève le matin, que même quand j'étais au fond du trou, je travaille sur ma boîte, et que ça m'a donné une force de ouf, quoi. Et c'est aussi via la communication, via voilà qui je suis, pas forcément me montrer qu'à mon réseau proche, mais aussi à mon réseau plus large, en fait. Demander de l'aide, je l'ai beaucoup fait sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. Parfois, je raconte des trucs hyper perso. Et en fait, le réseau, quoi. Ouais. Mais je trouve ça hyper intéressant ce que tu viens de dire sur le rôle de ta boîte dans t'accompagner dans cette grande transition de ton identité. C'est que quand même l'identité de mon genre change, t'as pu te reposer sur ton identité de je suis entrepreneur, je suis entreprenant, je suis créatif, je fais des projets. Je sais à quel point c'est fort ça pour toi. J'adore comment tu reformules ça parce que c'est exactement ça. En fait, c'est ça et en même temps c'est à double tranchant parce que jusqu'à ce que je comprenne que j'étais trans, j'avais à fond cette étiquette de je suis entrepreneur et je m'accroche à ça et je me montre comme ça jusqu'à trop m'identifier comme entrepreneur, jusqu'à faire un burn-out, jusqu'à trop travailler et me plonger là-dedans. Ce que d'ailleurs, je pense beaucoup de personnes trans, personnes qui ne savent pas qui ils sont, font pour s'oublier. Et quand j'étais dans quand j'étais dans ce virage où c'était trop compliqué, je me suis quand même raccroché à ça pour avancer en fait, pour avancer, me créer du cadre. Et en fait, je pense qu'il y a deux choses, c'est que ça crée du cadre, donc c'est vachement bien pour la santé mentale d'avoir des habitudes, du cadre et compagnie, même si je travaille de manière un peu moins cadrée.
Mais surtout, c'est quelque chose qui me passionne. Et donc, je sais pas, c'est pas que le travail... En vrai, le travail m'a sauvé, tu vois, le travail me sauve, mais c'est pas le travail en soi, c'est les sujets sur lesquels je bosse, qui me passionnent et que j'aime trop faire. Et je pense que j'ai aussi de la chance dans mon travail de communicant et de photographe, c'est que m'occuper de travailler pour les autres ou de raconter les autres, de montrer les autres, ça me sort de ma réalité. Et du coup, j'ai grave de chance que mon dada, mon travail, c'est à la fois travailler pour ma boîte et délivrer et faire des trucs un peu enfermants, mais c'est surtout aller vers l'autre, sortir, aller dans des événements, rencontrer les gens, et ça, c'est hyper bon pour la santé mentale, et c'est hyper bon pour oublier tes problèmes. Et donc, j'ai aussi entrepris un des plus gros projets de ma vie, qui est mon premier film documentaire, pendant ce moment super dur, parce que j'avais besoin, en fait, et j'ai de la chance, tu vois, que mon médium principal, ça soit raconter ce qu'il y a autour de moi et montrer les autres, parce que du coup ça me sort de moi-même, ça me permet de relativiser, ça me permet de voir du cadre et tout ça. Et j'ai quand même commencé un des plus gros projets pendant le moment le pire de ma life, entre guillemets, qui m'a apporté grave de joie, parce que du coup j'ai commencé à filmer quelqu'un d'autre, à filmer d'autres gens, et ouais, en fait c'est un apprentissage, je crois, de la photo, la communication, c'est un apprentissage de sortir de soi, d'aller vers l'autre. Mais ouais, ça fait du bien, quoi. Je trouve que ça révèle toute la complexité de ce sujet parce que je me souviens, on a eu plein de discussions ensemble sur putain, Alan, fous-toi la paix, quoi. Où tu reviens toujours à la charge, parce qu'il y a le documentaire, il y a ta fascination pour la musique, enfin, il y a toutes ces choses-là. C'est hyper dur, je trouve, de trouver l'équilibre entre t'as besoin de chill, prendre soin parce que tu vis certainement une des expériences les plus intensives qu'un humain peut vivre avec cette transformation de tes repères. Il y a d'autres choses. Qui vivent des trucs hardcore. Il y a des choses que ça. Mais c'est un truc quand même bouleversant. C'est intense, mais c'est aussi beaucoup joyeux. C'est ça qui est à la fois... c'est compliqué parce que c'est hyper intense, c'est compliqué, ça a été la galère, et en même temps, mais c'est une joie de ouf. Parce que que tu te rends compte. Parce que je me rends compte, mais surtout, je suis en lien de ouf avec mes clients. Maintenant, j'ai un lien de fou avec mes clients. Je choisis les gens avec qui je travaille. J'ai trouvé des collègues, mais du coup, je les ai choisis pour les bonnes raisons. Ma marque, je suis hyper aligné avec ce que j'ai fait. Je suis aligné avec ce que je fais pour les autres. Je m'éclate beaucoup plus. Ça a plus de sens. Ma posture, elle est ajustée. Donc oui, il y a encore plein de trucs que je dois gérer de manière administrative, et j'essaie de me foutre la paix, de me dire ok, on fera ça en temps voulu, mais il y a aussi de la joie de ouf, tu vois, de se dire ok, c'est compliqué, mais en vrai tout est compliqué dans la vie, enfin on n'est jamais en fait oui et non, c'est peut-être parce que je suis dans un écosystème où on vit tous des trucs un peu compliqués, mais c'est aussi un chemin qui est hyper joyeux. En fait, il y a eu beaucoup de joie, quoi, parce que oui, maintenant quand je suis ami avec quelqu'un, je suis vraiment ami avec quelqu'un, parce que quand je suis en lien avec quelqu'un, je suis vraiment en lien avec quelqu'un, parce que je suis moi-même, et donc le lien est plus fort. Donc j'ai découvert l'amitié, ça m'a fait un pet au casque, c'était waouh, trop fort. Je me sens plus affirmé en tant que réal aussi, je découvre ce que c'est que moi, c'est aussi autant communicant que réalisateur, et du coup waouh, je suis en salle de montage avec un monteur, je suis que dans ma posture de réal, putain, c'est le kiff, quoi. Et donc je m'affirme. Je m'excuse plus quand je suis en rendez-vous client, je m'excuse plus quand je dis non à des gens, enfin je me justifie plus. Il y a un truc qui va avec tout un truc d'affirmation de soi, j'ai plus à m'excuser, en fait, j'ai plus à faire des ronds de jambes, j'ai plus à courber le dos, à frôler les murs et avoir peur de me montrer, tu vois. Alors oui, c'est certes pas tout le temps simple de se montrer, je suis toujours un peu tu vois, je stressais avant de venir quand même, clairement. mais c'est aussi putain cool, j'ai plus à endosser un rôle qui est pas le mien, et donc ça enlève un poids de ouf. Donc oui, ça, en fait, les galères, elles sont énormes, mais elles valent le coup du prix d'être soi, tu vois. Effectivement, il y a plein de choses à changer dans la société pour que ça se passe mieux, mais il y a plein de moments où j'ai dit mais putain, j'arrête tout, ça me saoule, je vais prendre un boulot alimentaire et j'arrête de me faire chier. Mais je l'ai dit que 2 fois. En 10 ans, tu vois, 2-3 fois, et j'ai toujours été prêt à vivre un plan B, mais jamais j'ai lâché, parce que j'aime trop ce que je fais, parce que en plus j'ai plein de clients qui m'ont attendu, qui sont restés. J'ai aussi la chance d'avoir un réseau et des clients super bienveillants qui m'ont fait confiance, et j'ai des clients historiques qui sont restés.
J'en ai plein. Du coup, et qui ont accueilli la transformation. Mais de ouf. Et c'est là où je me suis senti safe pour la première fois aussi, quand j'arrive sur un plateau de tournage, 2 semaines après mon coming out public, qu'on me demande, bon, ok, comment tu veux qu'on t'appelle et compagnie, et qu'il y a de la douceur, et quand dans mon coworking, je dis, bah voilà, ok, je suis trans, je dis dans Slack, je mets un message, et que tous les gens tout de suite, c'est pas de soucis, pas de problème et tout, et que j'ai un client historique que je connais depuis 4 ans qui vient à l'inauguration du studio et qui me fait des gros câlins, allez mon bonhomme et tout, maintenant que t'es un bonhomme on va picoler, enfin c'est aussi super joyeux de voir que les gens avec qui je bossais ou les gens qui étaient autour de moi ont été super cool. Alors oui, j'ai perdu des gens, ça n'a pas été simple avec à tous les endroits, mais aussi putain quelle joie d'avoir réussi à être vulnérable et de pas flancher. Ouais. Et de m'accrocher à la fois aux gens, à la passion, et non, je m'arrêterai jamais. Ça, je sais. Ça, je pense que s'il y a une chose sur laquelle j'ai eu aucun doute. C'est vrai que je l'ai dit. Si je dois être vraiment honnête avec vous, je l'ai dit plusieurs fois, ça me saoule, j'arrête tout. Ouais. Mais j'ai balancé, jamais j'ai balancé un CV à une entreprise, quoi. T'as mentionné à plusieurs reprises dans toute cette conversation, t'as utilisé le mot minorité, la violence qu'il peut y avoir face à cette minorité, qu'il y a des choses qui devraient changer potentiellement dans notre société pour que ce soit plus simple et fluide de vivre ce genre d'aventure. Et je te rejoins à 1000%. Et tu vois, je me demande, dans notre écosystème entrepreneurial, il y a une grande domination des récits du genre quand tu veux, tu peux... tous ces trucs, tu vois, qui sont très individualistes, en fait, qui sont tournés vers tu dois devenir le super-humain capable de résoudre tous les challenges face à toi. Et je trouve que tous ces discours ne prennent absolument pas en compte, justement, les minorités, les choses qui se passent dans la vie des gens comme toi. Enfin, voilà, je suis curieux de comment tu te sens face à ces discours-là. Bah, c'est bizarre parce que pendant 10 ans, j'ai pas posté une seule fois sur LinkedIn. Bon, après, avant, on en parlait un peu moins. Mais c'est pendant ma transition que j'ai commencé à poster sur LinkedIn. Et je me suis vraiment dit, mais qu'est-ce que je fous là ? Et c'est quoi tous ces discours de quand tu veux, tu peux ? Et regardez toutes les galères que j'ai vécues. Et en fait, maintenant... Enfin, il y a tellement de... Pardon, c'est compliqué de prendre cette question avec un seul axe. Oui. Mais c'est vrai que bizarrement, j'ai commencé à me mettre sur LinkedIn à un moment où je pensais pas que j'avais de la place et où tous ces discours qu'on voit beaucoup sur LinkedIn et dans le système, dans le milieu entrepreneurial sont être la meilleure version de soi, avoir des routines matinales. Enfin, il y a beaucoup de choses qui enlèvent complètement la réalité des gens qui font partie des minorités, des neuroatypiques, des personnes avec situation de handicap, des parents, des gens qui ont plusieurs activités, des gens qui subissent, qui ont des fluctuations, enfin, qui sont bipolaires, qui sont dépressifs, des gens qui sont en pleine transition. Oui, le milieu entrepreneurial est peuplé de gens qui ont beaucoup de privilèges, qui s'en rendent pas compte et qui pensent que ce qui a marché pour eux va marcher pour les autres. Et je comprends la bonne intention, sauf que la bonne intention, c'est un peu, c'est vraiment avoir des œillères sur toutes les autres réalités qui existent. En fait, ta réalité n'est pas une norme, et tu as de la place, tu as la parole, tu as réussi, tu as accès à des prêts bancaires, tu as accès à des soins médicaux, tu as accès à la sécurité mentale, enfin la santé mentale. T'arrives à te lever, tu fais pas d'insomnie, tout ça, c'est quelques exemples, mais quand tu vis ça, t'as pas les mêmes capacités, t'as pas les mêmes. Bien sûr. Tu peux pas penser que ta vie est linéaire. Puis il y a aussi un truc avec les hormones, enfin, t'as de l'endométriose, tu travailles pas de la même manière, donc oui, non, quand tu veux, tu peux pas. Et c'est ça ajoute de la pression, de la culpabilité, j'ai l'impression que ça met plus la tête des gens sous l'eau. Encore plus que déjà. Ouais, et moi c'est un peu ce que j'ai vécu aussi pendant plusieurs années. Je me suis dit, mais en fait, je suis pas à la hauteur. Je suis pas à la hauteur parce que j'arrive pas à avoir une vie stable, réglée, comme plein de gens ont. Des gens qui réussissent, qui font une morning routine. En fait, je me suis rendu compte que ce qui fonctionne pour moi, c'est tout l'inverse.
Alors je suis très cadré, je sais s'organiser, mais j'ai pas de morning routine. Je suis insomniaque. Je dois faire avec. Donc arrêtez de me dire de me lever à 6h du matin tous les jours et de méditer. Moi je médite autrement, par d'autres endroits. Et ouais, c'est hyper nocif en fait pour, je pense, la santé mentale des entrepreneurs. Ça invisibilise tous les autres qui sont pas comme toi, donc qui sont pas avec ces privilèges, et ça leur demande de, je pense inconsciemment, ce qu'on se dit, en tout cas je dis on parce que je me sens concernée, ça te dit tu seras jamais à la hauteur, t'es jamais assez bon, tu seras jamais dans la cour des grands, tu peux pas quoi. Et en même temps, fais l'effort. Donc, paye cette formation parce que tu vas y arriver, quoi. Donc, ça fait un espèce de mélange qui est pas très bon pour tout le monde et qui invisibilise. Et c'est un peu mon combat. Moi, j'en ai un peu marre qu'on me dise que quand je veux, je peux, et ce qui ne tue pas ne rend pas plus, plus fort. C'est faux. Ce qui te tue pas, t'affaiblit. Et c'est faux de dire que ça te rend plus fort. Alors oui, j'ai appris de toutes mes expériences et de là où je suis dans la société. J'apprends, ça m'a endurci entre guillemets, mais ça m'a pas endurci, ça endurcit pas tout le monde. Moi, ça m'a endurci parce que j'ai cette force mentale qu'on m'a appris, et c'est un privilège d'avoir cette force mentale, d'avoir de l'éducation, d'être blanc, d'avoir des amis, d'avoir des gens qui m'ont soutenu, d'avoir une communauté, d'être inclus dans une communauté aussi qui m'a soutenu. C'est un putain de privilège. C'est aussi pour ça que je prends la parole. C'est parce que je me sens hyper privilégié j'ai aussi fait ma transition je fais ma transition aussi à un moment où c'est plus simple de la faire. Jusqu'en 2017, il y avait beaucoup de personnes trans qui étaient forcées de stériliser pour pouvoir transitionner. Aujourd'hui, c'est un peu plus simple. Et je viens d'un milieu qui m'a donné des codes, et puis j'ai aussi appris l'entrepreneuriat avant, donc c'est surtout mes expériences d'avant qui m'ont endurci. Mais oui, j'aimerais donner un autre discours. Il y a d'autres réalités qui existent, il y a d'autres solutions qui existent, adaptées, des solutions spécifiques adaptées pour des gens qui ont des réalités spécifiques, quoi. Mais je pense que ce que tu as mentionné dans ce que tu as partagé là, c'est les gens qui portent un certain discours n'ont souvent ni conscience ni la transparence de partager les privilèges qui rendent ce discours possible. Mais c'est une question d'éducation, c'est une question de politiser son discours aussi, et de bonne intention, c'est toujours la même chose. Ils sont de très bonne intention, ils sont persuadés que c'est vrai pour tout le monde. Oui, c'est pour ça, on se rend pas compte. Mais ça l'est pas pour tout le monde. Les gens qui te disent sois régulier dans ta création de contenu et tu verras, tout ira mieux, c'est vrai que c'est mieux d'être régulier, tout ça, c'est prouvé. Mais quelqu'un qui a de l'endométriose ne peut pas être régulier. Ça n'est physiologiquement, et puis 2 enfants à charge, et puis un mari violent. Ce n'est pas possible. Donc oui, l'entrepreneuriat peut être aussi une manière de s'extraire, de sortir, de s'empouvoirer, et ça peut être super pour plein de gens. Mais c'est aussi quelque chose qui n'est pas forcément accessible à tous, notamment les prêts bancaires. J'ai discuté récemment avec des gérants de bars LGBT, ils ont tellement galéré pour avoir un prêt bancaire parce qu'on disait que c'était des sales PD. Ils ont vraiment reçu ce genre de discrimination. On en est encore là. Donc, et puis c'est le cas aussi pour toutes les femmes. Il y a des études qui montrent qu'on a moins, que les personnes sexisées et les personnes femmes ont moins accès à l'entrepreneuriat. Toi qui es très présent, du coup, tu parlais tout à l'heure de la place dans cet écosystème que tu as su apprivoiser, je crois que c'est le mot, parce que effectivement c'est un écosystème. Tu dirais que c'est quoi quelque chose qui soit t'a fait du bien, ou aux gens que tu observes autour de toi leur a fait du bien pour réussir à exister, avancer, développer ses projets, sachant malheureusement l'état du système plus global dans lequel on s'introduit, qui n'a pas conscience de ses privilèges, fait peser ses privilèges sur les autres. J'ai l'impression qu'on n'y est pas encore. Mais du coup, oui, avant que ça change, à court terme, qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous écoute qui vit toute cette violence? Comment tu fais pour avancer quand même? Qu'est-ce qui fait du bien? Moi, encore une fois, j'ai pas envie de reproduire ce qu'on m'a déjà dit. Ce qui m'a fait du bien pour moi ne va pas forcément faire du bien aux autres. Moi, ce qui m'a fait du bien, c'était d'écouter des parcours. Et moi, je suis passionné par le processus artistique, par les artistes, par les histoires des entrepreneurs, et d'écouter les parcours des autres. Et de se rendre compte, c'est qui a eu un prêt des parents, qui c'est qui a eu du soutien moral, qui c'est qui a été soutenu, qui s'est fait jeter de sa famille et qui est parti de zéro avec littéralement pas de toit sous le... il y a aussi... C'est intéressant de voir
ce par quoi on passe, et du coup de se rendre compte des galères, et de se rendre compte qu'il y a plein de gens qui ont galéré, il y a plein de gens qui n'ont pas de diplôme, il y a plein de gens qui n'ont pas eu accès à des facilités, et qui en sont sortis de fou, et qui sont hyper talentueux, et qui sont visibles, et qui sont là. Et j'ai l'impression que ce genre d'informations, on les a plutôt dans les podcasts, dans les interviews longs, dans les documentaires. Donc moi j'adore faire ça, j'ai bouffé que du TED à fond, j'écoute beaucoup de podcasts d'artistes, et ça m'a beaucoup rassuré, et ça me raccroche à ok, je suis pas tout seul. Alors on n'est peut-être pas visible dans nos galères, mais je suis pas tout seul à vivre ce genre de choses, et ça me donne de la force. Après est-ce que je peux reformuler ce que tu as dit? Ce que j'entends, c'est du coup réussir à se raccrocher à des personnes qui ont des parcours qui peuvent faire écho aux nôtres sur certains critères. Et arrêter de se comparer aux gens qui ont été... qui n'ont pas les mêmes privilèges. En fait, arrêter de penser que ce que telle personne qui a été soutenue par ses parents, ne serait-ce que vas-y, sois artiste, on sera là, je te donne de l'argent, je te prête de l'argent. Enfin, tout ça, ne te compare pas aux gens qui n'ont pas les mêmes cartes. Et ne te compare pas trop, en fait, parce que on n'a pas tous les mêmes cartes. Et donc, on va pas à la même vitesse. Moi, je sais, par exemple, que ma transition, elle m'a beaucoup affaibli. Mais heureusement que j'ai pas trop regardé ce qui se passait sur LinkedIn et ce qui se passe autour de moi à ce moment-là. Parce que sinon, j'aurais eu à fond le truc de tu vas pas assez vite, t'en es nulle part, alors que c'est faux. C'est juste que les indicateurs sont pas les mêmes aussi. Ouais. Là où, pour certaines personnes, faire un 10K par mois, c'est un marqueur de tout va bien dans mon entreprise. Moi, c'est pas du tout le marqueur pour moi de est-ce que mon entreprise va bien. Ouais. C'est pas les mêmes choses. Pour quelqu'un qui a l'endométriose, je sais pas, je suis à fond dans ce genre de sûrement. Mais pour quelqu'un qui vit des choses physiques très fortes, c'est pas les mêmes marqueurs. Bien sûr. Ne serait-ce que d'être dans la joie au quotidien, d'être respecté au travail, d'avoir des rapports normaux, de pas se faire couper la parole tout le temps, d'arriver à faire des propositions à sa juste valeur, d'arriver à dire non à des gens que tu sens pas, d'arriver à proposer des conditions de travail qui te respectent, dans lequel tu te sens intègre et respecté dans ton intégrité. Tout ça, c'est des putains de réussites pour des gens qui... Et évidemment, c'est super si le financier suit. Mais pour moi, c'est pas le seul indicateur. Et il faut arrêter de se comparer à des gens qui ont cette grille de lecture. Comment tu fais du coup pour sortir, ou comment tu as fait, ou comment on peut faire pour sortir de ce truc? Parce que on est ultra exposé à tous ces discours. Ouais. Ils sont valorisés par les algorithmes souvent aussi. Donc on est face à tous ces discours qui nous poussent à la comparaison malgré nous. Les choses sont presque optimisées pour ça. Comment on fait pour se protéger, se couper, trouver des indicateurs autres? Je pense que c'est aussi tout un truc qui va avec la protection de la santé mentale, mais de se sentir responsable de ce que tu consommes et de faire le tri déjà dans c'est quoi ton écosystème, c'est qui les gens que tu vois, c'est qu'est-ce qui te fait du bien à toi. Et si ce qui te fait du bien, c'est peut-être de couper de l'écosystème et d'avancer à ton rythme pour pas avoir d'injonction de te presser, par exemple, bah fais-le. Ouais. Je pense que c'est surtout de s'écouter et de se dire, ok, ce que je consomme, ce que je fais, comment je m'organise, qui je vois. Et, est-ce que ça me nourrit ou est-ce que ça me coûte, voilà, est-ce que ça me nourrit ou est-ce que ça... En fait, c'est prendre conscience, c'est toujours la question de la politique, en fait, c'est prendre conscience que qu'on n'a pas les mêmes privilèges et du coup prendre conscience de ton syndrome de l'imposteur, de à quel point tu vas te flageoler parce que tu te sens jamais à la hauteur, prendre conscience des étiquettes que tu portes, prendre conscience de tout ce que ça te barre comme route, lire, te rapprocher des gens qui vivent les mêmes choses que toi pour comprendre en fait que ce que tu vis du fait de ne pas être dans la norme, c'est des trucs qui sont systémiques et que tu n'es pas tout seul. C'est pas toi en tant qu'individu qui n'est pas la meilleure version de toi-même, qui est responsable de là où t'en es en fait. Tu fais déjà de ton mieux et en fait on le voit pas. On voit pas les gens qui vivent des situations différentes. Donc on n'entend pas assez que on fait déjà de notre mieux. Et pour plein de gens, déjà se lever le matin, faire des propositions clients, ne pas faire des burn-out tous les ans. Enfin, il y a des choses qui sont déjà des réussites de ouf. Ouais. Et du coup, voir à son niveau pour soi, en fait, c'est surtout arrêter de penser que c'est l'extérieur qui va te dire que toi, tu as de la valeur. C'est te dire, ok, moi, ce qui est important pour moi, c'est ça.
et te donner des objectifs qui soient plus adaptés à toi et pour toi, plutôt que pour les autres. Moi, pendant 10 ans, j'ai arrêté... maintenant, je mets plus d'objectifs parce que je mettais systématiquement des objectifs qui n'étaient pas en lien avec ma réalité, qui étaient en lien avec la réalité de quelqu'un d'autre, auquel je voulais ressembler. Mais c'est pas les mêmes personnes. En fait, à un moment donné, il faut accepter, et c'est difficile, il faut accepter que... qu'on est dans un monde qui est pas égalitaire, l'équité n'existe pas trop, et que on n'a pas les mêmes chances, les mêmes accès. Donc déjà défoncer des portes là où on ne fait pas de la place, c'est génial. Et d'être équilibré, d'être en bonne santé, de pouvoir gérer tes factures et d'avoir des amis qui te font du bien et d'avoir un peu de temps pour toi, c'est déjà une réussite incroyable, quoi. On n'est pas forcément obligé d'aller chercher très loin pour se sentir bien équilibré dans son entreprise. Et je trouve que quelque chose qui, en tout cas moi, je pense que c'est grandement corrélé à notre rencontre, l'éducation que j'ai reçue en passant du temps avec toi et dans les écosystèmes dont tu fais partie, dont mon associé Dany fait partie. Donc j'ai l'impression que ces 3-4 dernières années, je me suis éduqué, quoi, finalement. Tu veux dire qu'on t'a éduqué? On m'a éduqué, effectivement. J'ai accepté l'éducation reçue aussi, quelque part, mais oui, c'est surtout on m'a éduqué. Mais je pense que, tu vois, on a parlé là du côté de l'échiquier, je ressens de la violence, des discours qui sont surreprésentés, qui ne sont pas les miens. De l'autre côté de l'échiquier, là où je me trouve avec beaucoup plus de privilèges que la majorité des personnes, je pense qu'il y a un enjeu aussi de nommer ces privilèges, comme tu le disais, aider à rendre visibles d'autres discours, c'est ce que je m'évertue à faire avec ce nouveau format du podcast, pour que, en fait, on use de nos privilèges au service d'eux. Et j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose, tu vois, s'il n'y a pas la prise de conscience, s'il n'y a pas la rencontre aussi, parce que, tu vois, tous les gens dans ma situation n'ont pas la rencontre qui déclenche ces prises de conscience, parce qu'il y a beaucoup de non-mixité sociale, on reste dans les mêmes cercles, on est entre soi. Enfin, tu vois, c'est... Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup énervé à un moment donné. J'ai du mal à... En fait, c'est comme s'il y avait deux mondes, en fait. Il y a le monde des gens privilégiés qui se rendent pas compte à quel point ils ont des privilèges, à quel point ça les a aidés ou ça les aide. Oui. Et ça, c'est toujours le lien avec la politique, mais et pourtant moi j'essaie de pas trop être dans la politique, mais c'est pas possible. Enfin, j'essaie de pas avoir que ce discours-là, mais en fait oui, les choses avancent parce que les gens qui ont moins de charge mentale, plus de temps, plus de moyens, plus d'accès, plus de patrimoine, plus de richesse, plus de santé et plus de légitimité, ces gens-là tirent vers eux comme tu fais ou comme d'autres font et donnent de la visibilité, de la parole, font de la place aux d'autres personnes qui n'ont pas l'espace, pas les ressources, à la fois financières mais aussi en charge mentale, de faire ce travail-là, en fait. Nous, on est déjà, en fait... sous l'eau, entre guillemets, on a déjà trop de trucs à gérer. Et demander il y a peu de personnes qui en fait, et puis on s'expose plus, les gens, toute personne qui n'est pas un mec cis blanc hétéro, désolé, mais quand t'es une femme, te montrer, c'est tellement compliqué. Pourquoi il y en a beaucoup moins? Parce que c'est une violence quotidienne. Je connais plein de copains et copines qui n'osent pas se montrer parce que peur des haters, parce que peur de perdre la clientèle, parce que c'est difficile, en fait, parce qu'on s'en prend plein la gueule. Et c'est là où tout ce discours de par exemple, prenons l'exemple de ce podcast de bouge-toi, crée ton propre média, si tu veux que la parole soit représentée, il faut que tu le fasses. En fait, il a ses limites parce que, comme tu le dis, il y a déjà tellement de choses qui sont vécues que le poids nécessaire à investir pour y arriver est tellement et puis le grand. Peu d'énergie que tu as, pour toi, il y a un enjeu. Enfin, on n'a pas les mêmes enjeux. Pour des personnes plus comme moi, entre guillemets, notre enjeu, c'est de survivre, en fait. Donc, on est déjà dans un système un besoin de survie. Putain, c'est deep aujourd'hui. On n'a pas beaucoup d'espace pour soulever des montagnes, parce qu'on tenir debout et soulever nos propres montagnes, c'est déjà énorme. Donc, nous demander encore de prendre la place. Et c'est pour ça qu'avec mon agence, j'ai envie de permettre à des personnes qui font tout ce qu'ils peuvent d'être plus visibles, d'avoir des meilleurs outils, de pouvoir se reposer derrière des outils de com pour pouvoir prendre plus de place. Parce que
Parce que c'est fatigant en fait de lutter tout le temps pour exister. Et j'en ai pas conscience avant. Et du coup, moi, d'avoir fait ce cheminement de s'éduquer, de lire, de prendre conscience, de se politiser, de comprendre en fait où est-ce que je me situe et où est-ce que les autres se situent, ça m'a permis d'adoucir, ok, je fais déjà ce que je peux, c'est super, je suis pas obligé de faire 50 trucs sur Instagram chaque semaine, je fais déjà ce que je peux à mon niveau et je crée une réalité et une norme qui est la mienne et qui ne correspond qu'à moi et qui est super et qui me va. Et j'ai pas les mêmes besoins et donc mon propre bien-être est prioritaire, quoi. Je sais pas si ça répond à ta question, mais ça répond très bien à ma question, mais prenez soin de vous. Ça m'en déclenche une nouvelle qui est, s'il y a des gens qui nous écoutent là, qui se sentent, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui écoutent ce podcast, qui se sentent à la place de ok, je me rends compte que j'ai plus de privilèges, j'ai de l'espace, j'ai des moyens, j'ai accès à certaines choses, etc. Comment est-ce que, si on s'identifie à ça, et c'est là où moi j'ai l'impression de me positionner, qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer à ce que notre écosystème entrepreneurial soit plus ouvert, plus dans le soin, prenne soin, tu vois, de ces multiples réalités? Il y a un milliard de choses, mais il y a pour moi 2 choses principales, c'est de s'observer, de se remettre en question, de questionner les automatismes. Okay. Questionner à qui je donne la parole, quelles questions je pose à ces personnes-là, par exemple pour les podcasts. Et d'écouter les personnes concernées. Donc donner la parole plutôt que de la prendre. Tu vois, récemment, je dis que la politique c'est bien de s'éduquer et compagnie, mais récemment, j'ai quand même été confronté à un problème aussi qui est très spécifique, des gens qui sont très politisés, très conscients entre guillemets, qui croient être féministes et qui croient être éduqués sur des questions, qui n'écoutent pas les personnes concernées sur des trucs. Quand je leur dis vous avez des privilèges, on me dit ah mais non, j'ai des privilèges. Tu vas pas me parler à moi de privilèges alors que j'ai fait de la socio. Il y a vraiment un espèce de non-écoute. En fait, prendre conscience que verbaliser quelque chose, poser une limite, dire les choses pour des personnes qui sont moins privilégiées, c'est un effort de ouf. Parce qu'il y a de l'éducation à raser les murs, à fermer notre gueule, à un truc à intégrer qu'on a moins de valeur, qu'on a moins de place. Donc, écoutez les paroles qui sont là, qui émergent face à vous. Écoutez les gens concernés, même quand la parole est petite, même quand c'est timide, parce que en fait, ça dit déjà quelque chose de très important qu'il faut écouter. Et c'est difficile à arriver jusque-là, arriver à dire non à quelqu'un, arriver à dire en fait, là j'ai un truc à dire dans nos échanges, tu me coupes sur ma parole. Soyez pas dans la surréaction, un truc de posture d'humilité, de écouter en fait les gens qui osent vous dire des choses et remettre en question les automatismes, remettre en question le pourquoi quand on dit par exemple, il y a un truc qui me choque souvent que j'essaye de moi-même me reprendre, quand on parle de gens qui réussissent ou quand on parle d'autres personnes, on dit souvent le mec, c'est comme quand on connaît pas les gens, quand on sait pas le mec il a levé machin, mais on sait pas si c'est un mec ou pas. Ça c'est un truc questionner les imaginaires, questionner ce qui nous vient spontanément et questionner ce que cette norme soit souvent hétérosexuelle, blanche, cis, valide. Et en fait, on exclut tellement de gens. Le handicap invisible, c'est 80% des handicaps visibles. Il y a plus de 12 millions de personnes concernées en France. Donc ça fait quand même beaucoup de gens concernés qu'on n'inclut pas dans notre discours. Et qu'on pense pas en fait que pour plein de gens se déplacer, passer des coups de fil, aller à la poste, parfois c'est des galères de fou parce que on n'est pas concerné. Et même pour les gens qui sont concernés par une réalité, ne pas penser que notre réalité est la norme. Donc essayer dans la manière dont on crée, on ouvre, on discute, on propose, ouvrir des portes de si on faisait autrement, ou si tu veux proposer autre chose, ou s'il y a quelque chose qui te mettrait plus à l'aise, ou en tout cas d'ouvrir et ne pas penser que les choses sont comme ça. Je pense à je sais pas, des retraites autour du couple ou de l'amour ou du coaching. On sous-entend trop souvent que les personnes sont en relation hétérosexuelle, qu'on relationne avec une personne. Et en fait, ça invisibilise tous les autres qui sont là. Et c'est aussi pour ça que qu'il y a plein de gens qui se cachent. Parce que constamment, dans le discours, dans les discussions, tout est induit pour que ça soit... dans telle case. Et parce que la société fonctionne et est calibrée pour des couples, pour les hommes. Et il y a plein de choses qui ne sont pas prévues pour des gens qui sortent de cette norme.
que ça soit des identités de genre, mais aussi pour des personnes valides ou et même après moi je suis dans l'image, donc il y a aussi la responsabilité qu'on a dans la parole qu'on prend et les images qu'on véhicule. Putain, un peu d'inclusion, parce que quand je te dis chef d'entreprise, quelle est l'image qui va arriver? Ça va être un mec en costard, de 40 ans en costard, dans une petite barbe de 3 jours debout blanc, dans une salle de réunion blanche immaculée avec des gens qui l'écoutent. C'est pas normal. En tout cas, c'est pas que ça la norme, et ça invisibilise tout le reste. Et il y a plein d'autres gens qui ont une richesse, qui travaillent, qui existent et qui ne sont pas assez visibles. On a ouvert beaucoup de boîtes, Alan, Ouais. sur la notion d'identité, l'influence de comment on perçoit notre propre identité sur nos actions, sur notre place dans l'échiquier des privilèges, dans ce qu'on est capable de faire ou non pour son entreprise. Qu'est-ce que tu as envie de dire pour qu'on empaquette un peu ces boîtes sur ce sujet de... Voilà, on a ouvert la boîte de l'identité, comment on la referme? Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de dire pour aller vers la conclusion de notre conversation? En vrai, moi j'aimerais bien dire à toutes les personnes queer, alors je travaille pas qu'avec des personnes queer, mais j'ai envie de dire particulièrement aux personnes queer que je ne vois pas dans l'entrepreneuriat, que je ne vois pas dans les salons, que je ne vois pas prendre la parole, que je vois pas dans les publics des salons, et sur LinkedIn, qu'ils ont le droit d'exister, et qu'ils ont le droit d'être qui ils sont, ils ont le droit d'être en chemin, ils ont le droit d'être out aussi, et qui sont pas obligés de dire qu'ils sont LGBT partout et d'avoir une activité qui est positionnée là-dessus, mais que je voudrais juste rappeler que y a d'autres personnes qui existent, qu'on voit pas, et qu'on a le droit d'exister, qu'on a le droit de le dire, que ça fait peur et que c'est compliqué à gérer, mais que c'est pas impossible, et qu'on n'est pas obligé d'être catalogué comme... Moi je le montre et je le dis parce que c'est important pour moi, et puis en vrai ça fait le tri dans ma communication, mais on n'est pas obligé de mettre des drapeaux LGBT partout dans sa communication pour avoir une clientèle safe. Et puis il y a plein de manières en fait de se visibiliser sans être forcément représentant de quelque chose, sans en faire des tonnes, sans mettre des paillettes partout. On peut être, il y a plein de manières d'être queer, et il y a plein de... Et je crois que plus on va... Là, je parle plutôt pour la communauté queer, mais parce que je suis concerné, mais plus on va prendre de la place comme on a envie de prendre de la place, chacun dans notre singularité, parce qu'on est aussi tous différentes, plus on va nous voir, plus on va s'habituer à ce spectre, et plus les institutions, les entreprises vont et puis les gens vont faire des efforts. Et je trouve ça dommage, voilà, et puis après j'arrête, je trouve ça dommage qu'on pense toujours qu'on n'est pas assez fort, assez légitime. Moi j'ai été trop souvent confronté à la difficulté de trouver des collègues et des gens sur certains postes, parce qu'on m'a dit, alors des gens étaient hyper qualifiés, hein, je me sens pas légitime. Et en fait, si on arrêtait un tout petit peu de se minimiser, ça veut pas dire d'être partout visible, mais au moins de se dire j'en suis capable, ou j'en serai capable, ou d'accepter qu'on en est là et qu'on est en chemin, parce que la place qu'on prend pas, elle est prise par d'autres personnes, et c'est dommage de se priver de la richesse en fait de la multitude de personnes qui existent sur Terre. Trop bien. Et j'ai envie de rajouter aussi, et d'ailleurs je suis curieux de ton avis là-dessus, parce que j'ai pas envie de tomber dans la posture qui peut être celle dans laquelle je pourrais tomber de white savior, tu vois, genre j'ai envie de soutenir cette communauté, nanana. Et en même temps j'ai l'impression qu'on a besoin, pour des gens qui
Tu vois, t'as parlé à la communauté queer, toutes les personnes autour de cette communauté. J'ai l'impression qu'on a besoin de tendre la main, tu vois. Non, mais j'irais même plus loin que ça. Si je t'avais pas rencontré, j'aurais pas eu conscience que je pouvais créer ma boîte autrement. Là, c'est le petit moment émotion. Vraiment, enfin, j'ai pas assez de modèles. On n'a pas assez de modèles d'entreprises différentes. Et moi, c'est un truc qui m'a beaucoup perturbé et ralenti dans mon évolution entrepreneuriale. C'est que je me suis buté à fond à vouloir absolument correspondre à un seul truc. Et je me suis rendu compte, en te rencontrant, mais aussi en rencontrant l'écosystème dans lequel on évolue, qu'il y avait plein d'autres manières de faire entreprise, de travailler avec ses clients et de vie aussi, d'avoir un équilibre de vie différent avec son entreprise. Et du coup, en fait, oui, t'as pas une posture facile, c'est sûr, c'est pas facile, mais si tu le fais pas, toi qui vas le faire, tu vois. Donc, enfin, c'est important qu'on fasse tous et toutes sa part, tu vois. Et après, faut faire attention dans la manière dont on le fait, mais vaut mieux essayer, et quand on se trompe, bah, être ouvert aux critiques, se remettre en question et réapprendre, et même le faire face aux gens pour que les gens ils voient aussi l'évolution de qu'est-ce que c'est que d'avoir ta posture, plutôt que de pas faire. Et donc tendre la main maladroitement plutôt que de ne pas la tendre parce qu'on a peur. Moi, c'est mon avis. En tout cas, j'ai un copain qui fait du stand-up et qui organise des retraites créatives aussi, et je le vois évoluer, et il a fait plein de conneries. Mais il le fait tout le temps en disant, voilà, dans ce newsletter, il dit, j'ai fait des conneries, je me suis remis en question, j'ai appelé telle personne qui était concernée, j'ai écouté, j'ai travaillé. Donc, faites ce travail-là, ça permet à toutes les personnes comme vous de refaire ce travail-là par la suite. Je pense qu'il y a un truc qui nous manque beaucoup. Je crois que c'est des personnes comme toi ou d'autres personnes comme mon ami qui osent avec humilité se tromper devant les autres et faire exemple. Et de se dire, oui, je suis pas parfait, oui, j'ai une posture de merde, oui, je suis privilégié, balancez-moi vos remarques, dites-moi comment faire mieux et je vais bosser, quoi. Et ça, je trouve que c'est assez inspirant pour d'autres hommes, mais ça demande fait du bien aussi de voir des mecs qui font le taf et qui sont prêts à écouter. T'as merdé, quoi. Ok, j'ai merdé. Mais je trouve que ça demande vachement... on est tous humains, quoi. Ce qui peut se passer dans ces moments-là, c'est le truc d'autoprotection qui vient tout de suite derrière, tu vois. Et je trouve c'est... Quand on dit t'as merdé ? Ouais, tu vois, imaginons, je fais de la merde, je me reçois le truc en face. J'ai l'impression qu'il peut se passer un truc, et je sais pas exactement d'où ça vient, mais ça peut être de l'ego, enfin, ça peut être plein de choses, je renferme et camper sur les positions. Mais ça aussi, c'est pas qu'un truc individuel, c'est aussi une éducation, l'éducation des garçons. Prenez aussi en compte votre propre éducation. Écoutez les podcasts de déconstruction, le cœur et les couilles sur la table, c'est un très bon point de départ où tu vas te reprendre plein la Donc tronche. C'est le cœur sur la table, les couilles sur la table, voilà. C'est 2 podcasts séparés. De Victor Tuaillon, ça c'est merveilleux pour se rendre compte de la posture que t'as et du coup de commencer à questionner, et donc même questionner ce genre de choses. On pourrait se dire que c'est ta personnalité, mais en fait... se renfermer, d'être moins dans la communication quand on te fait des remarques, peut-être que c'est autre chose. Peut-être qu'on t'a appris ça. Et en fait, déconstruire aussi ce qu'on t'a appris et d'ouvrir d'autres portes, de dire ok, peut-être que je peux fonctionner autrement. Et du coup, faire exemple. Et le problème, c'est quand on est un peu pionnier ou quand il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, qui prennent la parole, qui se remettent en question devant les autres. En fait, ça demande d'avoir grave de ressources et c'est pas le donner à tout le monde, en fait. Clair. D'avoir l'aplomb et de dire ok, je peux entendre, tu vois. Mais tu vois, bon, je te connais, je sais que t'es pas parfait et que t'as des angles morts comme tout le monde. Moi aussi, j'ai des angles morts et il y a plein de choses qu'on voit pas. Mais il y a un truc qui m'a fait beaucoup de bien. Un jour, tu m'as dit, si j'ai merdé, tu me le dis et tu prends pas de pincettes. Et tu m'as dit, vas-y, autorise-toi à me dire les choses. Et si c'est pas en communication non violente, c'est pas grave, je prends. Et putain, ça fait du bien, quoi. Parce que notre frustration, notre colère, nos difficultés sont légitimes. Et en fait, on a besoin de pouvoir le dire. Et on en a marre, en fait,
d'avoir cette posture aussi, nous, dès qu'on prend la parole sur ces sujets-là, on se dit que putain, qu'est-ce qu'on est relou. Et moi, j'ai encore ce truc dans la tête de putain, je suis relou à parler de ça, viens, on parle d'autre chose. Ouais. Mais, alors que c'est important de prendre la parole, c'est important de poser les mots. Ouais, mais et aussi parce que j'ai peur de me tromper. Enfin, moi, je suis pas spécialiste de tous ces sujets-là. J'ai pas lu tous les ouvrages féministes qui existent. Je suis pas spécialiste de tout ce que je dis. Mais je pense que c'est important de prendre le risque. Et certainement, j'ai dit des trucs aujourd'hui qui sont peut-être pas tout à fait justes. En fait, je préfère le faire et me tromper et faire un mea culpa public en disant pardon, je vais préciser ça, ou travailler au montage des choses qui sont pas précises, plutôt que de pas faire et du coup de laisser la place à tout le reste, quoi. Ouais. Pour conclure cette discussion, Alan, je te propose qu'on passe par le nouveau rituel de fin de ce podcast. Je pense que tu as écouté des épisodes précédemment. Oui. Donc tu sais qu'à la fin de chaque épisode, normalement, l'invité pose une question aux auditeurs et aux auditrices. Ce que j'ai fait récemment, c'est que j'ai pris toutes les questions que tous les précédents invités ont posées et on est en train de constituer un jeu de cartes avec, sur chaque carte, une de ces questions pour se les poser. Et donc, j'en ai tiré une au sort pour toi. Ça m'étonne pas. Le jeu de cartes n'existe pas encore, mais j'ai tiré une question en avance pour toi. Ok. Et donc, c'est la question de Hugo dans l'épisode 56, qui d'ailleurs parle un peu de ce qu'on disait tout à l'heure sur la place que le travail a joué pour toi comme un socle identitaire sur lequel te reposer. Et la question est la suivante. Est-ce que ça t'arrive parfois d'oublier la vie et dans quel moment précisément ? D'oublier la vie. Toujours plus deep. D'oublier la vie, c'est intéressant parce que j'étais en train de me dire est-ce que j'oublie le fait de vivre ou est-ce que j'oublie le fait que je suis en vie, mais du coup les moments comme ça c'est plutôt les moments où je me sens très en vie, du coup j'oublie pas la vie. C'est quoi la question d'oublier la vie et est-ce que ça t'arrive parfois d'oublier la vie et dans quel moment précisément ? Ah oui, dans quel moment ? Je crois que quand on oublie la vie, c'est quand on la ressent encore plus, quand on est à la fois méga présente à elle et donc c'est un peu contradictoire, mais du coup je pense que c'est quand j'oublie la vie quand je suis présente à elle. Je suis un être de contradiction. Et c'est quand que t'es le plus présent à la vie, du coup ? Le lien avec la musique, quand j'écoute... Je crois quand j'écoute des gens que j'aime chanter. Ça m'émeut très fort. Et du coup, je suis tellement traversé par la vie que j'oublie tout, presque. Il y a un truc comme ça. Est-ce que je peux me permettre de te souffler aussi quelque chose, d'observer ? Vas-y. J'ai l'impression aussi que dans les moments où... Moi, quand j'entends oublier la vie, j'entends le temps passe plus vite, j'oublie presque de me restaurer, tout ça, tu vois, c'est ça que j'entends. Mais effectivement, ce que j'adore dans ce genre de questions, c'est qu'on peut les interpréter de plein de manières différentes. Et j'ai l'impression d'observer chez toi la profondeur de tes élans créatifs qui te font plonger si loin que du coup, effectivement, parfois tu peux oublier les autres choses plus matérielles de la vie. Je sais pas si tu ressens les choses pareilles. Ouais, en même temps, c'est là où on touche la vie, c'est là où on touche l'essence du truc. Ouais, non, mais la création, c'est un truc de fou. Ouais, elle est marrante cette question d'oublier la vie. Est-ce qu'on a besoin d'oublier la vie ? Non, je pense que... Pour moi, c'est pas forcément lié au temps qui passe, d'oublier les notions du temps qui passe. Peut-être c'est plutôt l'inverse. J'oublie la vie, ou j'oublie de conscientiser que je suis en vie, ou de ressentir quand je travaille trop, et que je travaille trop pour des choses extérieures à moi. D'où l'importance pour moi d'être à la fois dans des projets pour les autres et à la fois dans des projets pour moi créatifs, et de faire un mix des deux. Comme ça, comme ça, je m'oublie pas dans les projets des autres, et surtout, je suis pas en automatique. Là où moi, c'est un danger pour moi, c'est quand je fais trop de projets pour les mêmes types de clients à la suite, et que je deviens en automatique. Je ne supporte pas la routine, et du coup, je vais toujours faire en sorte d'entrecouper deux projets avec un autre truc, et de mélanger mes projets personnels de films ou créatifs ou musicaux avec des projets clients. Comme ça, je n'oublie pas justement cette passion que j'ai pour les autres, et je suis toujours méga présent aux autres. Donc, trop travailler, attention. Merci pour le rappel. À toi, du coup, ouais. Si tu devais
rajouter une question au jeu de cartes que quelqu'un pourrait tirer, créer une chouette conversation, quelle question tu veux rajouter au jeu de cartes? Bon, on va rester dans mon sujet. Je pourrais rajouter la question, ouvrez les guillemets, à ton niveau, comment peux-tu rendre le monde plus inclusif et plus doux? Et j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à y réfléchir aussi. Et ça passe par plein de petites choses. Les petits pas font des grands pas. Des petites montagnes font les grandes montagnes. Ne donnons pas les réponses, la question est bien plus importante. Oui. Merci Alan pour tout ce que tu as partagé ici, tout cet échange très riche et très porteur pour moi. S'il y a des gens qui veulent l'approfondir, venir te suivre, t'écrire, répondre à ta question peut-être, je les envoie où? Bienvenue sur Instagram, alan.agence, bienvenue sur LinkedIn, Alan Raymond et l'agence Alan. Et je pense que ça suffit. Après, il y a plein de liens dans mon Linktree sur Instagram et venez me voir en message privé si vous avez des questions, si vous avez envie d'échanger, avec plaisir. J'adore les gens et j'adore discuter. Merci Alan. Merci Thomas. Waouh. Ah, j'avais oublié l'effet Thomas Burbidge. High five. Putain.